Un mari est assis à sa table et réalise que la personne en qui il a le plus confiance altère sa nourriture. Sa femme agit comme si elle l'avait déjà fait. Calme, décontractée, presque négligente parce qu'elle croit qu'il ne remarquera rien et ne posera pas de questions. Ce n'est pas une dispute conjugale ou une mauvaise soirée. C'est une trahison intentionnelle dans l'endroit le plus sûr qu'un homme est censé avoir. Et quand la menace vient de la personne qui partage le foyer, il ne s'agit plus d'amour mais de survie. La confiance se gagne goutte à goutte et se perd à plein seau. Et quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Alors, dans un moment comme celui-ci, que faire? Rester silencieux et faire comme si rien ne s'était passé ou agir immédiatement et se protéger avant que la vérité ne devienne irréversible. Avant de nous plonger dans l'histoire d'aujourd'hui, dites-nous d'où vous nous écoutez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires voyagent. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain rebondissement de ce voyage. Parce que ce qui commence comme un dîner normal peut se transformer en quelque chose que vous n'oublierez jamais. Maintenant, écoutons-le du fond du cœur. J'ai toujours cru en l'architecture du contrôle. C'est peut-être la seule façon de survivre dans ce métier. Ne jamais perdre de vue le moindre détail, ne jamais laisser un seul poste non vérifié. Chaque matin, alors que la lumière du soleil inondait les fenêtres du 28e étage de République Plaza et se répandait sur mon bureau, je me rappelais le chemin parcouru. Du nettoyage de chambres dans un hôtel délabré de Santa Fe à la conclusion de marcher dans des tours de verre au-dessus de Denver, ma vie était devenue une étude de cas sur la réussite durement acquise. J'ai construit cela, 5 hôtels de charme, chacun portant mon nom sur les papiers, chaque brique, chaque lampe et chaque ligne du compte de profit et perte remontant à un choix que j'ai fait. Mon nom est Knox Merrick et s'il y a une chose que je sais, c'est comment protéger ce que j'ai construit. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce mardi-là, nous terminions les négociations finales pour l'expansion du vaisseau amiral de Lodo, ajoutant un spa et une aile de conférence de 300 places. Graham, mon directeur des opérations, et la rare personne en qui j'ai confiance en affaires, était assis en face de moi à la table du conseil, passant en revue les projections et les données de marché avec sa précision sèche habituelle. Il me rappelait les chiffres, les risques du marché, mais aussi la récompense. Je me sentais bien. Pas arrogant, jamais, mais solide, ancré dans la connaissance que chaque rouage de cette entreprise me répondait. C'est une étrange vérité que plus on monte, plus on aspire à la simplicité. J'avais trouvé la mienne à Cherry Creek, un quartier bordé d'arbres où notre maison ressemblait à quelque chose tiré d'un magazine de luxe. Chaque soir, rentrer à la maison était un rituel, se garer, déposer mon sac dans la buanderie, respirer avant d'ouvrir la porte de la cuisine. Et loin semblait toujours savoir exactement quand lancer la playlist, comment éclairer la pièce juste comme il faut, de sorte que cela ne paraissait jamais artificiel. Ce soir-là, la table était mise pour deux avec de vraies serviettes, des bougies qui sentaient légèrement le cèdre, et ma bouteille préférée de Syrah qui respirait dans le coin. Il y a quelque chose d'insidieux dans le confort quand il est trop bien fait. Cela vous fait baisser votre garde. Et loin, ma femme, ma partenaire, le genre de femme qui pouvait illuminer un hall d'hôtel et faire manger chaque investisseur dans sa main avant le dessert. Elle était le ciment de chaque événement social, l'atout secret derrière nos lancements les plus réussis. Les gens nous voyaient et pensaient, couple de pouvoir parfait de Denver construisant un avenir, une grande ouverture à la fois. Je l'ai laissé participer à tous les aspects de mon travail. Elle venait aux événements, rencontrait mon personnel, se tenait à mes côtés pour les photos de presse. C'était plus que de la confiance. C'était le sentiment qu'ensemble, nous pouvions affronter n'importe quoi. Elle rendait facile de croire que le monde était exactement comme il devait être. Après le dîner, nous nous sommes attardés à table. C'était Loin qui a orienté la conversation, passant de ma journée aux aspects pratiques de nos vies. Assurance vie, planification successorale, succession. Si quelque chose t'arrivait, qui signerait pour les hôtels? À combien s'élèverait le versement, a-t-elle demandé, d'un ton désinvolte mais perçant. Il m'a semblé un peu étrange à quel point elle naviguait facilement dans le jargon juridique, à quel point ces questions venaient si naturellement. Pourtant, j'ai mis cela sur le compte de la prudence. Après tout, toute personne prospère que je connais a un plan pour les scénarios les plus défavorables. Elle n'était que pratique. C'est ce que je me suis dit. Il y a une gêne particulière à remarquer la moindre fracture. Rhett, mon jeune frère, est arrivé à l'improviste avec un pack de 6 bières artisanales locales et une histoire sur son dernier projet secondaire raté.
Il s'est installé chez nous d'une manière qui frôlait la familiarité excessive, parlant à et loin de tout, du football aux tendances du marché, me taquinant avec cette vieille réplique répétée, « Tu retombes toujours sur tes pieds, n'est-ce pas, Knox ?» Et loin était parfaite avec lui. Sachant exactement sur quel bouton appuyer pour empêcher Red de bouder. Je me suis senti pour la première fois depuis longtemps comme un étranger dans mon propre salon. La soirée s'est prolongée. Après le départ de Red, Graham m'a envoyé un message concernant des frais juridiques mineurs, des frais de traitement liés à une mise à jour de politique ou à une consultation juridique. J'ai balayé cela du revers de la main, supposant que la comptabilité s'en occuperait. Mais lorsque j'ai rejoué la conversation avec Éloin dans ma tête plus tard, cela m'a interpellé. Elle avait posé des questions sur l'autorité de signature. Elle voulait savoir qui pourrait intervenir si je n'étais soudainement plus là pour signer. C'était trop spécifique, trop opportun. Je suis resté éveillé, le bourdonnement de la ville à l'extérieur, me demandant quand ma maison avait commencé à ressembler à une autre négociation de conseil d'administration. Peut-être que j'y pensais trop. Peut-être pas. Mais à partir de ce moment, j'ai résolu de faire attention. La table avait été dressée parfaitement, la soirée orchestrée pour le confort. Mais j'avais commencé à sentir qu'il y avait quelque chose sous la surface, un autre genre de marché en train de se conclure. Je ne savais pas encore si j'étais celui qui signait le contrôle. Les jours qui ont suivi ont pris un rythme presque oppressant par sa précision. Éloin est devenue encore plus attentive, mais ce n'était pas l'affection spontanée dont je me souvenais. Au lieu de cela, cela ressemblait à une surveillance déguisée en soin. Elle posait des questions en passant, mais de manière pointue, sur mon prochain voyage de 2 jours à Santa Fe, un déplacement à Charleston pour une visite de site, San Diego le mois suivant pour l'exposition industrielle. Dans quel hôtel séjournes-tu? Qui vient te chercher à l'aéroport? Laisse-moi gérer ton calendrier, te faciliter les choses. Ces mots avaient du sens, mais son insistance non. Elle enregistrait chaque détail, chaque mouvement, comme une chef de projet traçant les risques. Un matin, j'ai ouvert mon téléphone pour trouver une invitation de calendrier pour une réunion d'examen de police avec notre assureur vie, un rendez-vous que je n'avais jamais fixé, à un moment où j'étais censé être à un examen trimestriel. La confirmation était dans ma boîte de réception, mais l'événement avait été créé à partir d'un appareil enregistré sur notre réseau domestique. Mon assistante a juré qu'elle ne l'avait pas réservé. J'ai essayé de l'ignorer comme un dysfonctionnement, mais ma peau s'est hérissée. J'ai commencé à me demander si ce n'était vraiment des accidents. Ce soir-là, j'ai abordé le sujet pendant le dîner, en prenant soin de garder un ton léger. « As-tu programmé un appel avec les gens de l'assurance pour moi ?» ai-je demandé. Éloin n'a même pas cligné des yeux. « Tu as été tellement stressé. Je veux juste m'assurer que tu es protégé. S'il arrivait quelque chose, je veux que tout se passe bien pour toi et pour nous. » Elle a souri, sincère et rodée, et a dit, « Si le jour vient où la pression finit par t'atteindre. Je veux que tout soit géré proprement. » C'était le genre de phrase qui vous reste en tête, un éloge funèbre préécrit déguisé en compassion. J'aurais dû laisser tomber, mais un grain de malaise avait pris racine. Ce week-end-là, alors que je remplissais l'imprimante de papier dans mon bureau, j'ai trouvé une feuille déchirée dans le bac de récupération. C'était un formulaire de mise à jour de bénéficiaires partiellement imprimé. Mon nom déjà tapé, ainsi que des détails que seul moi connaissais. L'écriture dans les marges était celle d'Éloin, débouclée sur avec des coches à côté de chaque section. Le reste de l'impression avait été déchiqueté, mais l'intention était claire. Elle se préparait à mettre à jour des documents de police et, ce qui est plus troublant, à le faire sans ma présence. La découverte m'a glacé, une approche pratique et commerciale d'un monde où je pourrais ne plus exister. Rhett est réapparu juste au moment où je me penchais sur le formulaire. Il avait toujours été le roi du mauvais timing, mais ce soir-là, c'était différent. Il m'a trouvé dans la cuisine, m'a jeté un regard et a dit, « N'en fais pas toute une histoire, mec. Elle se soucie juste de toi. » La façon dont il a dit ça m'a fait frissonner. J'ai alors réalisé que Rhett était déjà au courant du rendez-vous d'assurance, peut-être même plus que moi. J'ai croisé son regard, cherchant un soupçon de culpabilité, mais il a détourné les yeux, marmonnant quelque chose à propos d'un repêchage de football fantastique. C'était un schéma que je ne pouvais plus ignorer, et loin fixant des rendez-vous, imprimant des formulaires légaux en secret. Rhett commodément au courant de chaque détail administratif. J'ai commencé à prendre mes propres notes,
enregistrant chaque fois qu'elle posait des questions sur mes vols, chaque visite surprise de Rhett, chaque bizarrerie dans le courrier ou les emails. Si un plan était en marche, j'étais déterminé à en suivre les progrès. La pression montait. J'ai examiné mon calendrier, traçant les empreintes numériques de chaque rendez-vous. La révision d'assurance avait été programmée depuis notre salon, pas depuis le bureau. Le formulaire de bénéficiaire déchiré avait mon espace de signature laissé vierge, en attente. Et loin, pendant le dîner, devenait de plus en plus fluide dans le langage de la perte et de la succession. Si jamais il arrive quelque chose, je veux que tu saches que je m'en occuperai. Tu n'as pas à t'inquiéter. Mais plus elle en parlait, plus je m'inquiétais. À la fin de cette semaine, ma foi en la logique simple de l'amour avait été remplacée par une certitude plus sombre. Quelqu'un était en train d'écrire une histoire sur mon avenir qui ne m'incluait pas. J'ai arrêté d'attendre une preuve manifeste. Au lieu de cela, j'ai commencé à chercher la trace qu'il laissait, un petit caillou à la fois. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de dispute explosive, seulement le resserrement silencieux et méthodique d'un filet dont je n'avais pas réalisé l'existence avant qu'il ne soit presque fermé. Et alors j'ai regardé et attendu, sachant maintenant que je ne pouvais pas me permettre le moindre faux pas. Certaines vérités ne se révèlent que lorsqu'on est seul dans le noir. Il était près de minuit dans mon bureau de République Plaza. La ville en contrebas était assourdie par la neige fraîche, le monde ralentissait tandis que mes pensées s'emballaient dans des boucles fiévreuses. Je me suis dit que j'étais prudent, que je ne faisais que vérifier. Mais je savais la vraie raison, j'avais peur. J'avais peur de ce que je trouverais si je regardais d'assez près ma propre vie. Mes mains tremblaient en allumant le vieil ordinateur portable familial, celui qui restait la plupart du temps intouché dans le salon, sauf pour les réservations de voyage et les recherches de recettes des loins. Le léger bourdonnement du disque dur a fait bondir mon cœur. J'ai d'abord ouvert l'historique du navigateur, m'attendant à voir quelques recherches sur les brunchs de Denver ou la terre de jardin. Ce que j'ai trouvé était une série de recherches répétées toujours en grappe, poison intraçable. Comment faire passer un décès pour naturel? Combien de temps faut-il pour obtenir le paiement d'une assurance vie après le décès du mari? Transfert de propriété de LLC après le décès du propriétaire. Symptômes d'empoisonnement à faible dose au fil du temps. L'écran brillait de ma propre mortalité et plaidant des barres de recherche clinique et des forums de conseil. J'ai fait défiler, chaque clic un test de ma propre détermination. Il y avait une recherche sur les doses cumulatives et une autre sur la fenêtre de sécurité pour appeler le 911 en cas de décès d'apparence naturelle. C'était si systématique, si calculé, que j'ai dû fermer les yeux une seconde. Je me suis dit, peut-être qu'un voisin a utilisé notre Wi-Fi. C'était peut-être une sorte de logiciel malveillant ou de spam. Mais les onglets étaient ouverts sur le compte des loins, synchronisés avec notre compte Google familial. Elle avait toujours dit qu'elle ne faisait pas confiance au mot de passe sur le Wi-Fi public. J'ai réalisé avec une clarté soudaine à quel point elle avait appris à se cacher. Essayant de m'en débarrasser, je suis allé dans notre archive photo partagée. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. Un fichier intitulé « Les signatures propres » daté de la semaine dernière. C'était un scan haute résolution de ma signature, le genre que l'on pourrait extraire d'un document notarié, parfaitement recadré sans arrière-plan. Je n'avais jamais téléchargé quelque chose comme ça. Ma signature n'est pas le genre de chose que l'on enregistre par hasard, à moins d'avoir une raison de la copier. Je me suis assis, mon pouls battant dans mes oreilles. Je ne voulais pas y croire. Je voulais imaginer qu'il y avait une explication inoffensive, une étrange série de coïncidences, mais chaque pièce s'emboîtait trop parfaitement. J'ai pensé aux rendez-vous d'assurance, aux invitations de calendrier parfaitement synchronisées, aux formulaires de police déchiquetés. Tout correspondait à un schéma que je n'étais que maintenant prêt à voir. J'ai appelé Graham, ma voix rauque et caverneuse, même pour moi-même. J'ai besoin que tu vérifies quelque chose pour moi, dis-je. Ne le dis à personne. J'ai besoin de savoir s'il y a eu une activité, des frais, des demandes, des changements du côté de l'entreprise, de l'assurance ou du juridique. Quelque chose d'anormal? Graham resta silencieux un instant, puis répondit, « C'est drôle que tu appelles. Il y a eu quelques connexions bizarres sur l'administration de l'entreprise, certaines après minuit, et la semaine dernière, quelqu'un a demandé une vérification sur des documents de police et des mises à jour de bénéficiaires. La demande ne venait pas de ton adresse IP. » Un pic d'adrénaline froid me traversa. Graham dit, « Je ne l'ai pas signalé,
mais je peux creuser davantage si tu veux. Dis juste le mot. Fais-le, dis-je. Et n'en parle à personne, même pas au personnel. Mon esprit s'emballa. Je me demandais si je n'étais pas déjà trop tard. À la maison ce soir-là, Éloin fredonnait doucement dans la cuisine, préparant quelque chose qui embaumait la maison d'ail rôti et de thym. Elle me regarda avec une chaleur habituelle et me demanda ce que je voulais pour le dîner, ses yeux scrutant mon visage comme pour mesurer mon énergie. « Tu as l'air fatigué, Knox, dit-elle, guettant la réponse. « Tu vas bien? Devrais-je te préparer quelque chose de léger ?» Son inquiétude ne ressemblait pas à du réconfort. On aurait dit qu'elle surveillait une expérience scientifique. Pendant qu'elle cuisinait, Rhett m'a envoyé un SMS, « J'espère que tu tiens le coup, grand. » Cela semblait anodin, mais le timing était trop précis. Rhett me contactait toujours quand Éloin était à la maison, jamais quand j'étais seul. J'ai commencé à voir les liens entre eux, pas ouvertement conspirateurs, mais coordonnés. Je me suis demandé combien de mes routines étaient surveillées et rapportées, déguisées en sollicitude ou en préoccupation. Je me suis forcé à agir normalement. J'ai mangé juste assez pour paraître sincère, contrôlant soigneusement ce qui entrait dans mon corps. J'ai dit à Éloin que j'avais des emails tardifs à rattraper et je me suis retiré dans mon bureau où j'ai commencé à copier chaque fichier incriminant, chaque email étrange, chaque trace de ses recherches sur un disque dur privé que je garderais enfermé dans mon bureau à Republic Plaza. S'il arrivait quelque chose, il y aurait au moins un enregistrement. À mesure que les heures s'étiraient, je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas me dévoiler. Pas encore. J'avais besoin qu'ils croient que j'étais toujours aveugle, toujours confiant. Je les laisserais continuer à jouer leur jeu, à déplacer leurs pièces. Pendant ce temps, je regarderais, me préparant au moment où je devrais me protéger, quel qu'en soit le prix. Et tandis que je me tenais dans l'embrasure de la porte ce soir-là, regardant Éloin finir la vaisselle sous la douce lumière de la cuisine, j'ai réalisé que la pièce où je m'étais autrefois senti le plus en sécurité pourrait bientôt devenir une scène de crime si je n'étais pas prudent. C'est une chose étrange de se réveiller chaque matin et de cataloguer ses propres symptômes, sachant au fond qu'ils n'appartiennent pas au stress de la gestion d'un empire hôtelier. La douleur a commencé petite, une torsion dans mes entrailles, le genre qui me faisait plier en deux sous la douche avant l'aube. J'ai mis cela sur le compte d'un excès de café, de repas sautés, de délai. Mais ça n'est pas parti. Jour après jour, je me sentais plus faible. Mes vêtements pendaient sur moi. Ma ceinture devait être resserrée, et mon reflet dans le miroir de la salle de bain avait l'air pâle et tiré, comme si quelqu'un m'avait échangé contre une version plus pâle de moi-même. Chaque matin, Éloin préparait le petit déjeuner, œufs brouillés, flocons d'avoine coupés à l'acier, un smoothie qu'elle insistait maintiendrait mon système immunitaire fort. Elle me donnait aussi parfois une vitamine, les laissant tomber dans ma paume avec un doux sourire. Tu dois prendre soin de toi, Knox. L'entreprise a besoin de toi. J'essayais de manger juste assez pour maintenir les apparences, sirotant le smoothie, cachant les vitamines, observant ses yeux tandis qu'elle suivait chaque bouchée, chaque gorgée. Je suis devenu un acteur dans ma propre cuisine, récitant des lignes d'un scénario que je n'étais jamais censé lire. Malgré tous mes efforts, les symptômes ont empiré. Après les repas, mon cœur s'emballait, de la sueur perlait sur mon cou et une vague de nausées me submergeait. Un après-midi, après avoir à peine touché mon déjeuner, j'ai dû me stabiliser contre le mur de la salle de conférence à Republic Plaza, luttant contre un vertige. L'équipe l'a remarqué. J'ai balayé cela du revers de la main, accusant le décalage horaire d'un récent voyage. Mais même Graham a commencé à me demander si j'allais bien, préoccupé, assombrissant son ton habituellement sec. Les choses se sont aggravées lorsque Graham m'a appelé tard un soir. Il avait découvert de nouvelles activités. Une autre tentative de vérifier l'accès à la police, cette fois d'un contact se déclarant représentant de la famille. Graham a refusé de signer, sentant quelque chose de bizarre. Ils essaient les portes, Knox a-t-il dit, testant ce qu'ils peuvent faire. Mes instincts criaient que c'était plus que de la paperasse. Quelqu'un testait à quel point il pouvait s'approcher du coffre-fort avant de déclencher des alarmes. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment d'être observé, non seulement par Éloin, mais aussi par mon propre frère. Les messages de Rhett sont devenus plus fréquents. Ces visites étaient programmées quand j'étais le plus faible. Il abordait toujours le sujet de l'entreprise, de l'expansion, du stress de tout gérer.
tu ne te fatigues jamais d'être aux commandes, a-t-il demandé un soir autour de bière. Je me suis demandé si c'était de cela qu'il s'agissait. De l'envie, du ressentiment, l'envie de finalement gagner quelque chose. Quand mes symptômes sont devenus impossibles à ignorer, j'ai pris rendez-vous avec le docteur Anaka Rao, une médecin en qui j'avais confiance au centre-ville de Denver. Elle a écouté attentivement tandis que je décrivais la douleur à l'estomac, la perte de poids, la fatigue écrasante. Ses questions étaient précises. Que mangez-vous? Qui prépare votre nourriture? Y a-t-il eu des changements à la maison? Elle a ordonné un bilan complet de tests, y compris les métaux lourds et les toxines. Quand elle a demandé, a-t-il une chance que vous ayez été exposé à l'arsenic ou à une autre toxine accumulative? Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas répondu, mais j'ai vu l'historique de recherche dans mon esprit, le fichier avec ma signature, les nouvelles routines qu'Eloin avait mises en place autour de mes repas. Les points ont commencé à se connecter de manière que je ne pouvais plus ignorer. Poussé par un mélange de peur et de sombre détermination, j'ai attendu un matin où Eloin est parti tôt pour le yoga et j'ai fouillé notre garage et nos armoires à outils. Cela n'a pas pris longtemps. Caché derrière une rangée de pots de peinture, j'ai trouvé 3 petites bouteilles en verre, sans étiquette, à moitié pleines de liquide clair. À côté, il y avait un compte-gouttes et un bloc-notes, un journal méticuleux de mes routines quotidiennes. Mélange à l'avoine du petit déjeuner, smoothie, pâtes du dîner, plus facile à cacher. Synchroniser les symptômes, même des notes sur les aliments que je finissais et ceux que je mettais de côté. J'ai pris des photos, puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé. Mes mains tremblaient tout le temps. Ce soir-là, j'ai fait semblant de m'endormir tôt, allongé dans le noir, écoutant Eloin prendre un appel téléphonique dans le salon. Sa voix était basse, urgente. Je n'ai attrapé que des fragments. Il est plus faible que nous le pensions. Non, pas encore. Cela doit avoir l'air naturel, tu te souviens? Encore quelques jours. Je savais sans l'ombre d'un doute qui était à l'autre bout. La voix de Rhett, à peine audible, mais aussi nette que jamais. Le plan était réel. Il était en cours et il s'accélérait. Le lendemain matin, j'ai joué mon rôle. J'ai mangé la moitié des œufs, j'ai versé le smoothie dans l'évier quand elle est sortie de la pièce, j'ai mis les vitamines dans ma poche pour les jeter au travail. Je ne pouvais pas risquer de me dévoiler maintenant, pas avec les preuves qui s'accumulaient. Graham a rappelé avec de mauvaises nouvelles. Encore des tentatives pour forcer des changements de compte et des mises à jour de police, chacune plus désespérée que la précédente. Au travail, je me suis traîné dans les réunions, mon esprit à moitié sur les plans d'expansion, à moitié sur le garage, les bouteilles, le carnet, la conversation que j'avais entendue. J'ai observé Eloin au dîner ce soir-là, notant la façon dont ses yeux suivaient chacun de mes mouvements, attendant des signes de progrès ou d'échec. J'ai réalisé que ma survie dépendait non seulement de ce que je faisais, mais aussi de m'assurer qu'elle ne soupçonne jamais que je savais. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville vacillaient au-delà de la fenêtre de notre chambre, je pris une décision, je devais agir comme une proie, mais planifier comme un prédateur. Si Eloin ou Rhett s'apercevait que j'avais trouvé les preuves, la dose finale pourrait arriver plus tôt que je ne pourrais me préparer. Le jeu avait changé. Je ne protégeais plus seulement ma fortune. Maintenant, je me battais pour ma vie dans une maison qui était devenue ma cage. Une fois que vous réalisez que vous êtes chassé, vous cessez de réagir et commencez à construire des pièges. Je ne pouvais pas confronter Eloin. Pas encore. Les mots ne lui donneraient que le temps de s'adapter, de pivoter. Ce dont j'avais besoin, c'était une preuve qui ne dépendait pas de ma voix. Une preuve qui parlerait quand je ne pourrais pas. Un après-midi, pendant ma pause déjeuner, je suis allé à Rhino sous prétexte de chercher un espace d'art éphémère pour un futur événement hôtelier. Je suis entré dans un petit magasin d'électronique qui s'adressait aux créatifs et aux entrepreneurs, le genre d'endroit qui vendait du matériel discret sans poser trop de questions. J'ai acheté 3 caméras sans fil compact, chacune pas plus grande qu'un jeu de cartes, avec stockage en nuage et alerte de mouvement directement acheminé vers mon téléphone. J'ai payé en espèces, refusé l'aide à l'installation, et je suis parti le cœur battant comme si je venais de commettre un crime. Cette nuit-là, j'ai planifié chaque placement comme une opération militaire. Une caméra étalée dans la cuisine, soigneusement inclinée pour capturer la table à manger et le comptoir où les repas étaient préparés. Une autre étalée dans le salon, cachée derrière un cadre photo sur l'étagère avec une ligne de visée claire sur le canapé. La dernière, je l'ai nichée dans le garage,
positionné vers l'étagère où j'avais trouvé les bouteilles et le carnet. J'ai testé chaque flux depuis mon bureau plus tard, ajustant les angles jusqu'à ce que tout ait l'air banal et visible. J'ai configuré le système pour qu'il se sauvegarde automatiquement. Si mon téléphone disparaissait, les images existeraient toujours. Les premiers jours m'ont presque brisé. J'ai regardé des heures de rien, et loin cuisinant, essuyant les comptoirs, faisant défiler son téléphone. Elle a ri de quelque chose à la télévision. Elle a arrosé les plantes. J'ai commencé à me demander si j'avais franchi une ligne, si le chagrin et la paranoïa avaient transformé mon mariage en image de surveillance. Mais la discipline était plus importante que le confort. Je me suis rappelé que la vérité ne s'annonce pas. Elle attend. L'alerte est arrivée un jeudi après-midi alors que j'examinais les budgets à Republic Plaza. Mon téléphone a vibré doucement. Mouvement détecté dans le salon. J'ai ouvert le flux en ne m'attendant à rien. Au lieu de cela, j'ai vu Rhett assis sur le canapé, assez près des loins pour que leurs genoux se touchent presque. Ils n'agissaient pas comme des beaux-frères et belles-sœurs. Ils étaient détendus, familiers, leurs corps inclinés l'un vers l'autre. J'ai augmenté le volume et j'ai laissé l'enregistrement tourner. Ils parlaient de plans comme Graham et moi parlions d'expansion. Calme, concentré. Éloin a mentionné la substance par son nom, parlant de la façon dont elle avait besoin de temps, de la façon dont de petites quantités évitaient l'attention. Rhett a hoché la tête, énumérant des symptômes avec lesquels je vivais depuis des semaines, fatigue, perte de poids, nausées, comme s'il cochait des éléments sur une feuille de calcul. Ils ont parlé de faux documents, de changement de structure de bénéficiaires afin que Rhett prenne le contrôle opérationnel sans éveiller les soupçons. Ils ont parlé de ma mort comme s'il s'agissait d'un problème d'emploi du temps. Quand Éloin s'est penché vers Rhett et l'a embrassé, lentement et avec habitude, quelque chose en moi s'est engourdi. Ce n'était pas du désespoir. C'était un partenariat. Il parlait de l'avenir avec aisance. Éloin jouant la veuve éplorée, Rhett intervenant pour aider la famille. Les hôtels continuant sous une nouvelle direction. Ils ont même répété des explications, stress, épuisement professionnel, un homme qui s'est trop poussé et a finalement craqué. Tout était là, prononcé à voix haute dans mon salon. Rhett a demandé quand ce serait fini. Éloin a nommé une date, une que j'ai reconnue instantanément, une nuit où j'étais toujours à la maison, un dîner dont je ne me douterai jamais. Elle a expliqué que la dose finale agirait rapidement, quelques heures tout au plus, juste assez de temps pour qu'elle appelle à l'aide et contrôle le récit. J'ai vérifié mon calendrier avec des mains tremblantes. Le compte à rebours avait commencé. Je ne suis pas rentré immédiatement. Je suis resté dans mon bureau longtemps après la tombée de la nuit, regardant les lumières de la ville clignoter et rejouant les images jusqu'à ce que chaque mot soit gravé dans ma mémoire. Puis j'ai passé un autre appel, celui-ci à Carmen Ruiz, une avocate dont la réputation était bâtie sur la discrétion et la survie. Je n'ai pas déversé de preuves sur son bureau. Je lui ai dit que j'avais peur que quelqu'un essaie de me nuire, que j'avais besoin de conseils sur la façon de me protéger et de documenter correctement les préoccupations. Elle a accepté de me rencontrer en privé le lendemain matin. Ce soir-là, Éloin a joué son rôle à la perfection lors d'un événement caritatif à l'hôtel Lodo, souriant pour les photos, me touchant le bras comme si rien n'allait de travers dans le monde. Je l'ai observé de l'autre côté de la pièce et j'ai compris quelque chose de froid et de définitif. Il ne s'agissait pas d'amour ou même de haine. Il s'agissait de contrôle et de temps. Quand je suis rentré à la maison, je me suis tenu dans la cuisine et j'ai regardé la table où nous avions partagé des centaines de repas. J'ai gravé la date dans mon esprit. Les preuves ne suffisaient plus. J'avais besoin d'un moyen de survivre à ce dîner sans devenir le méchant de leur histoire. À partir de ce moment-là, chaque repas est devenu un exercice de précision. Je ne pouvais pas refuser la nourriture directement, cela aurait soulevé des questions. Au lieu de cela, j'ai appris à jouer. Je mangeais lentement, prenais de petites bouchées, laissais la nourriture traîner dans mon assiette. Quand Éloin tournait le dos, je me débarrassais de ce que je pouvais dans un sac poubelle séparé. Je l'emportais au travail le lendemain. J'observais ses yeux suivre l'évier, la poubelle, les assiettes. Elle vérifiait mon travail. Elle a rapidement changé de tactique, différents repas, différentes boissons, des choses qui se mélangeraient facilement, ne laisseraient ni odeur ni goût. Elle demandait comment je me sentais après avoir mangé, trop de questions trop rapprochées. Je lui donnais juste assez de faiblesse pour la maintenir confiante, des plaintes de fatigue, de maux de tête, mais jamais assez pour la faire se précipiter.
C'était un équilibre que je maintenais heure par heure. Je recueillais des échantillons quand je le pouvais, scellant des portions de boissons et de nourriture dans des récipients et les remettant discrètement au docteur Rao par les voies appropriées. J'ai subi une autre série de tests moi-même, constituant un dossier médical qui montrait une exposition prolongée. Chaque document comptait, chaque horodatage. Graham a rappelé avec de mauvaises nouvelles. Quelqu'un avait essayé de faire passer une demande de virement importante en utilisant des documents qui semblaient légitimes au premier abord. Cela faisait référence à une autorisation familiale. Graham l'a bloqué, mais l'intention était claire. Il n'attendait pas ma mort. Il se positionnait pour ouvrir toutes les portes au moment où je tomberais. Un après-midi, j'ai failli tout perdre. Éloin a décidé de faire un grand nettoyage de la maison, agissant avec une concentration méthodique qui mettait mes nerfs à vif. Elle a ouvert des armoires, réorganisé des étagères, a tendu la main vers un endroit où j'avais caché du matériel de caméra. J'avais des secondes pour agir. Je l'ai redirigé avec une distraction à propos d'un document égaré, déplaçant discrètement le matériel plus tard, mon cœur battant si fort que je pensais qu'elle pouvait l'entendre. Ce même soir, en révisant les images, j'ai vu quelque chose de pire. Des notes, un plan de contingence. Si je ne mourais pas à la maison, si je finissais hospitalisé, Éloin contrôlerait l'accès, parlerait aux médecins, gérerait les visiteurs. Elle avait des explications répétées prêtes, blâmant le stress et le surmenage. Le piège était à plusieurs couches. Ce n'était pas une tentative unique. C'était un système. J'ai rencontré Carmen à nouveau, j'ai exposé les chronologies, j'ai demandé comment répondre à des questions qui ne m'avaient pas encore été posées. Nous avons organisé plusieurs sauvegardes des enregistrements et des documents, distribués à des personnes et des lieux en qui j'avais confiance. Graham en savait assez pour agir si je devenais silencieux. Carmen savait où tout se trouvait. Les derniers jours se sont déroulés dans un flou de normalité répétée. Éloin est devenu plus calme, presque soulagé. Les messages de Rhett ont ralenti. Le plan était établi. Le dîner approchait. La veille, je me suis tenu seul dans la cuisine de Cherry Creek, les mains sur le comptoir, sentant le poids de chaque décision peser sur moi. J'avais des preuves. J'avais des témoins en coulisses. J'avais un avocat. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si je ne survivais pas à la nuit. J'ai regardé la table, à l'endroit où mon bol serait posé, et j'ai compris ce qui devait se passer. S'ils pensaient que je ne regardais pas, ils agiraient. Et quand ils le feraient, je devrais être prêt à choisir silencieusement, décisivement, entre être l'homme qu'ils avaient prévu d'enterrer et celui qui s'en sortirait vivant. Au moment où je me suis assis à table, j'avais déjà accepté une dure vérité. Si je montrais la moindre résistance, la nuit se terminerait différemment, et pas en ma faveur. Éloin avait mis la table avec la même élégance soignée qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que les choses paraissent normales. Des bougies, une musique douce, de la soupe fumante dans les bols. Tout semblait répété, comme une dernière répétition. Je gardais une posture décontractée, ma voix ferme. Je souriais quand elle souriait. Je répondais quand elle posait des questions sur le travail, sur les futurs voyages, sur ce que nous pourrions faire une fois que les choses se calmeraient. Mais j'ai remarqué ce qui importait. Elle vérifiait son téléphone plus que d'habitude. Ses yeux dérivaient vers l'horloge, puis vers moi comme si elle attendait un signal invisible. Elle a servi la soupe elle-même. J'ai attentivement observé ses mains. Quand elle a cru que mon attention était ailleurs, elle a sorti une petite fiole de sa manche et a versé un liquide clair dans mon bol. Pas d'hésitation, pas de tremblement, juste un mouvement net et habituel. Je n'ai pas réagi. J'ai respiré. J'ai gardé mon visage neutre. Quand son téléphone a sonné quelques instants plus tard et qu'elle est allée au salon pour prendre l'appel, je me suis levé comme pour prendre une serviette et j'ai échangé nos bols en un mouvement fluide. Pas de bruit, pas de pause. Je me suis rassis exactement comme j'étais. Quand Éloin est revenue, elle m'a regardé manger, non pas comme une femme partageant un dîner, mais comme quelqu'un qui attendait une confirmation. J'ai mangé juste assez pour être crédible. Elle a à peine touché son propre bol, les yeux fixés sur les miens. Puis, lentement, elle a commencé à manger. 20 minutes passèrent, puis 25. Elle s'arrêta au milieu d'une phrase. Son visage se vida de ses couleurs. Sa main agrippa le bord de la table, les jointures blanches.
Elle tenta de se lever et s'effondra à la place, tombant lourdement sur le sol de la cuisine. Son corps convulsa violemment. De la mousse apparut sur ses lèvres. Ses yeux étaient ouverts, mais sans foyer. L'instinct me hurlait de reculer. La raison me força à rester présent. C'était le résultat d'un plan qui m'était destiné. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un message de Rhett éclaira l'écran. « C'est fait ? Fais-moi savoir quand il sera parti. » J'ai pris le téléphone juste assez longtemps pour voir d'autres brouillons de messages, des notes, une histoire toute faite me dépeignant comme instable, volatile, dangereux. Même maintenant, même en train de mourir, Eloin avait préparé une version des événements où je serais blâmé. Une autre réalisation m'a frappé plus fort que les autres. Plus tôt ce soir-là, elle m'avait tendu un verre d'eau. J'avais pris quelques gorgées pour maintenir les apparences. Mon cœur s'est emballé. Une vague de nausée m'a traversé. Le poison n'avait pas été limité à la soupe. J'ai appelé le 911. J'ai décrit exactement ce qui était visible et rien de plus. Effondrement soudain, convulsion, urgence. Je n'ai rien nettoyé. Je n'ai pas bougé les bols ou la casserole. Je n'ai plus touché son téléphone. Les ambulanciers sont arrivés en premier, puis la police. Eloin ne répondait plus. Les questions ont fusé. Qui a cuisiné? Qui a mangé? Des disputes? Quelqu'un d'autre était présent? J'ai répondu calmement, de manière cohérente. Nous avions dîné. Elle s'est effondrée. J'ai appelé à l'aide. Cette nuit-là s'est terminée avec Eloin parti et des officiers debout dans ma cuisine. J'ai alors compris que survivre au poison ne suffisait pas. Je devais survivre à ce qui allait suivre. Le fait d'être le seul survivant me rendait immédiatement suspect à leurs yeux. Au poste, les détectives ont insisté sur tous les angles, notre mariage, nos finances, l'assurance, l'opportunité. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas proposé de théorie. J'ai demandé mon avocat et n'ai répondu qu'à ce qu'on me demandait. Les premières constatations ont indiqué un empoisonnement. Cela seul aurait pu tout retourner contre moi. Le timing importait plus que jamais. En présence de Carmen Ruiz, j'ai exposé la séquence avec soin. D'abord, mes dossiers médicaux, des semaines de symptômes documentés, des tests confirmant une exposition prolongée à des substances toxiques, des preuves que je me détériorais bien avant cette nuit-là. Puis les enregistrements. La pièce a changé lorsque les détectives ont vu Eloin et Rhett discuter de la posologie, du timing, des documents et de la façon dont ma mort serait expliquée. Ce n'était pas de la spéculation. C'était une planification, calme et méthodique. Graham a suivi avec les journaux financiers, les tentatives d'accès non autorisées, les autorisations falsifiées, les demandes faites sous le couvert de la représentation familiale. Les motifs se sont clarifiés. Rhett n'a pas traîné. Il a essayé de quitter le pays. Ils l'ont attrapé à l'aéroport international de Denver avec de l'argent comptant, des documents et des appareils liés aux tentatives de transfert. 6 mois plus tard, l'affaire a été jugée. L'accusation a clairement exposé les faits. Une tentative prolongée de m'empoisonner, de prendre le contrôle de mes entreprises et de m'éliminer sans soupçon. Rhett a été condamné. Il n'y avait aucune confusion quant à son rôle. Je lui ai rendu visite une fois en prison. Il ne s'est pas excusé. Il a dit qu'il en avait marre de vivre dans mon ombre et qu'il pensait que je me serais effondré de toute façon. Je lui ai dit que croire quelque chose ne le rend pas vrai et ne le rend pas juste. Je suis sorti de cet établissement plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'ai changé ma façon de vivre maintenant. Des garde-fous plus solides, des limites claires, une confiance gagnée, pas supposée. J'ai appris que l'instinct n'est pas de la paranoïa. C'est de l'information. Et la raison pour laquelle je suis toujours là n'est pas la chance. C'est parce que j'ai prêté attention. Cette histoire ne parle pas seulement de trahison ou de survie. Elle parle des moments tranquilles où quelque chose ne va pas et à quel point il est facile d'ignorer ces signaux parce que le danger porte le visage de quelqu'un que nous aimons. Les menaces les plus effrayantes arrivent rarement bruyamment. Elles sont assises en face de nous au dîner. Elles posent des questions douces. Elles nous disent qu'elles se soucient de nous. Si vous avez lu jusqu'ici, posez-vous honnêtement une question. Combien de fois avez-vous ignoré vos propres instincts parce qu'il était inconfortable de remettre en question quelqu'un de proche?
À quelle fréquence avez-vous minimisé les signaux d'alarme en les attribuant au stress, à un malentendu ou simplement à un excès de réflexion? Cette histoire existe pour contester ce réflexe. La confiance est puissante, mais une confiance aveugle peut être mortelle. La conscience n'est pas de la paranoïa. La préparation n'est pas de la cruauté. Se protéger ne signifie pas que vous êtes sans cœur. Cela signifie que vous valorisez votre vie, votre travail et votre avenir. La vérité est que personne n'a droit à votre vulnérabilité simplement en raison d'un titre comme famille, conjoint ou partenaire. Ce qui s'est passé ici aurait pu se terminer très différemment si les signes avant-coureurs avaient été ignorés un peu plus longtemps. La survie n'est pas venue de la force ou de la chance seule, mais de l'attention, de la retenue et de la volonté d'agir discrètement plutôt qu'émotionnellement. Parfois, la trahison la plus effrayante n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, assise en face de vous, déguisée en un repas ordinaire. Dans de tels moments, nous apprenons à quel point la confiance peut être fragile et à quelle vitesse l'amour peut se transformer en point d'interrogation. Nous apprenons aussi autre chose. Rester calme n'est pas une faiblesse, c'est de la clarté. Ce sont les petits choix constants qui nous maintiennent en sécurité assez longtemps pour voir la vérité telle qu'elle est et pour décider ce que nous sommes prêts à poursuivre. Et lorsque le choc s'estompe, on se rappelle que protéger sa paix n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, un souvenir désagréable, une limite que vous avez dû fixer, un moment où vous avez senti votre instinct s'exprimer, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez à l'aise, partagez d'où vous regardez et laissez quelques lignes dans les commentaires, seulement ce que vous voulez partager. Parfois, juste nommer ce qui s'est passé peut en desserrer l'emprise. Et si vous souhaitez faire partie d'un espace où nous écoutons sans nous précipiter pour juger, vous pouvez vous abonner et rester avec nous pour la prochaine histoire. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Prenez soin de vous et je vous reverrai.